Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est vous raconter une histoire d'amour, qui est aussi une histoire d'espoir, mais surtout qui est une histoire de données. Donc, comment ça commence? Ça commence dans un appartement, dans un centre-ville quelconque. On a une héroïne qui a son amoureux qui est vraiment malade, qui a une maladie incurable. C'est vraiment quelque chose de très rare. Il n'y a aucun remède présentement qui est connu. Fait que notre héroïne est complètement désespérée. Elle lit tout ce qui lui tombe sous la main pour essayer de trouver une façon de sauver l'amour de sa vie. Une de ces journées-là, elle a trouvé une revue qu'elle feuillette, une revue à peu près vieille d'une trentaine d'années, et elle tombe sur un article qui a été écrit par un chercheur assez reconnu et qui traite d'autres choses que la maladie dont souffre son amoureux, mais elle se dit, si elle était capable d'avoir accès aux données qui avaient mené à la publication de cet article-là, peut-être qu'elle pourrait les utiliser pour développer un remède pour la maladie qu'a son amoureux. Donc, elle décide de partir à l'aventure, d'essayer de retrouver ce chercheur-là pour essayer de récupérer les données en question. Fait que là, il y a un au revoir déchirant entre elle et son amoureux. Son amoureux a peur qu'elle ne revienne jamais. Il y a les larmes, mais elle tient le coup. Elle dit, bon, je vais quand même essayer. Faut au moins que je tente ça pour essayer de le sauver. Donc, elle trouve l'adresse du chercheur. C'est une maison, une grande maison un peu décrépite qui est au bout d'un chemin de terre. C'est un peu louche, mais qu'est-ce qu'elle ferait pas pour son amoureux? Donc, elle se rend, elle frappe à la porte. Et il y a un vieux monsieur qui lui répond, un vieux monsieur très gentil. Elle lui explique la situation. Il dit, ben oui, c'est sûr, j'ai encore mes données, il n'y a aucun problème. Passez au salon, je vais vous servir le thé pendant que je vais aller les trouver. Donc, elle s'installe au salon, grignote les biscuits, sirote le thé. Et elle remarque quand même que la maison, c'est un peu bordélique. C'est très propre, mais il y a des boîtes partout, il y a des livres, il y a des papiers. Fait qu'elle commence à se demander, bon, OK, qu'est-ce qui peut arriver à des données après 30 ans? Ben, ils peuvent avoir disparu à travers le Capharnaüm. Le support peut être mal identifié. Donc, même si le chercheur réussit à trouver ces données, est-ce qu'il va vraiment réussir à trouver les bonnes? Il y a plein d'accidents qui auraient pu arriver. Le support est peut-être endommagé. Il y a peut-être eu un dégât d'eau, de feu, moisissure. Bref, elle se dit, ça ne se pourra jamais, il ne trouvera jamais ça. Mais là, elle entend dans une pièce voisine le chercheur qui dit, je les ai trouvés. Fait que là, il est tout fier, il arrive et il lui donne une disquette. Alors là, notre pauvre héroïne se demande quoi faire. Est-ce qu'elle devrait pleurer sa vie, tenter d'extraire les données de la disquette ou tout simplement jeter la disquette au visage du gentil chercheur? Et sur ce, je vous demande votre opinion. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? OK, des gens qui seraient tentés d'être un peu malpolis, mais non, on va y aller avec la majorité. Et effectivement, elle va tenter d'extraire les données de la disquette. Puis on a quand même une héroïne brillante. Elle connaît une place qu'elle pense qui pourrait l'aider. Elle se rend là. Jamais je réussis à changer de page. Voilà. Elle se rend dans un laboratoire d'archéologie numérique. Là, pour ceux qui pensent que j'invente le nom, non, je ne l'invente pas, ça existe vraiment. Et le nom indique un peu ce que c'est. C'est vraiment un laboratoire qui font de l'archéologie, donc qui vont chercher le contenu sur des supports qui sont désuets. Eux sont vraiment équipés, donc ça ne les surprend pas de recevoir une demande qui vient sortir des données d'une disquette. Là. Les disquettes, ils envoient tous les jours parce que c'est beaucoup plus fréquent que vous pouvez le penser. Donc, ils ont le matériel de lecture pour sortir, extraire les données. Ils ont aussi ce qu'on appelle des bloqueurs d'écriture. Ça, ce que ça fait, c'est que si jamais ils mettent la disquette dans leur ordinateur et qu'il y aurait un très vieux virus qui se cache dans la disquette, ils veulent éviter que le virus se propage partout. On s'entend que ça serait assez étonnant, mais ils ne prennent pas de chance. L'autre chose que ça fait, c'est que ça évite que par accident, au moment où est-ce que le contenu est branché sur justement un ordinateur qui efface le contenu par erreur. Ce serait vraiment bête de réussir à avoir survécu tout ce temps-là pour qu'une erreur de manipulation efface le contenu qui est sur la disquette. On s'entend? Donc, ils ont ça. Et justement, ils s'assurent que le contenu n'est pas nuisible. Donc, avant de le brancher sur le réseau, avant de l'ordinateur sur lequel ils vont faire l'extraction des données, c'est un ordinateur qui est indépendant, donc qui est débranché du reste du réseau.
Donc, il installe notre héroïne dans une salle, il lui offre le thé et les biscuits, une chance, elle aime ça, le thé et les biscuits, et il réussit à extraire le contenu. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve un fichier information.wk1 et un fichier comme mail machin.wpd. Ils sont quand même extrêmement chanceux parce que les extensions sont bonnes. On peut penser qu'une extension, c'est vraiment lié à un fichier, puis qu'une extension est nécessairement valide. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir de très grandes surprises avec un fichier qu'on essaie d'ouvrir, qu'on pense, ah ben tiens, ça c'est un fichier Word, je vais l'ouvrir. Et c'est pas ça du tout. C'est pour une raison ou pour une autre, l'extension est tout croche et ça fait qu'on n'est pas capable d'ouvrir le fichier. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas, c'est des bonnes extensions. Donc, on a donc un fichier WordPerfect et un fichier Lotus 123. L'ancêtre de Word, on peut dire, c'était plus un concurrent à cette époque-là, et l'ancêtre de Excel. Bon, fait que là, notre héroïne, elle ouvre les fichiers, puis elle ne comprend pas trop pourquoi est-ce que ce n'est pas possible tout simplement de double-cliquer sur les fichiers puis de les ouvrir. Fait que les gens du laboratoire, ben, ils s'assoient avec elle, puis bon, ils vont l'expliquer un peu c'est quoi un format, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas si facilement. Fait que pour vous résumer, en gros, vous avez vos bits. Fait que vous avez vos 1 et vos 0. Vous avez les bytes, donc les 8 bits, un octet. Vous avez des secteurs, des blocs et un fichier. Un fichier comme tel, c'est des blocs qui ont des significations. Pourquoi est-ce que je parle de signification? C'est que un format, c'est quoi? C'est une série de... oui, c'est une série de 1 puis de 0. Mais vous avez aussi intégré à ça une signature. La signature peut être souvent au début du fichier. Donc, vous avez une série de 1 et de 0 qui dit ça, c'est ça le format. Fait que l'ordinateur va être capable de lire, dire le logiciel va dire ben, ça, c'est associé à tel logiciel, fait que je vais être capable de l'ouvrir. Des fois, vous avez aussi des informations qui se cachent à la fin. Fait que c'est vraiment de la façon. Désolée, j'ai été déconcentrée par mon téléphone, ça va revenir. Donc, c'est vraiment la façon de pouvoir valider c'est quoi un format. Donc, si vous avez un format qui est justement un faux docx, comme je vous mentionnais, si vous essayez de le passer dans on a des logiciels qui permettent de lire justement ces signatures-là, ben, il va dire, ben, ça, c'est pas un docx, ça serait un PDF, un TXT, peu importe. Fait que vous avez votre signature. Justement, ce que j'avais ici, c'était un PDF avec l'explication, bon, qu'est-ce qui est quoi pour former un PDF qu'on est capable d'ouvrir. Donc, petite définition de c'est quoi un format. Un format, c'est justement un ensemble de spécifications. Ces spécifications-là sont listées, là, on les connaît. Donc, on a les détails sur les subdivisions, l'encodage, les séquences, les relations internes qui permettent de construire, valider un format et permettre au logiciel de décoder et d'ouvrir les fichiers. Fait que ça permet de savoir c'est quoi les frontières entre les séquences de bits qui représentent un caractère, ça peut être une instruction, ça peut être une sélection de couleurs, ça peut être tout ça. Comment on fait pour ouvrir un vieux format? On peut l'ouvrir avec le logiciel actuel, puis on espère que ça fonctionne. On peut recréer l'environnement d'origine ou on peut tout simplement pleurer sa vie. Et sur ce, je vous lance la question. Comment est-ce qu'on devrait essayer d'ouvrir un vieux format? Je dirais pour l'instant qu'il y a quand même une réponse qui est plus populaire que les autres. Qui désirent pleurer, c'est bien? Donc, en gros, vous me suggérez de recréer l'environnement d'origine. C'est pas fou. Effectivement, on peut essayer d'utiliser un logiciel actuel, puis des fois, ça fonctionne. On s'entend que la mise en forme, souvent, est tout croche, mais ça peut être une option. En fait, ce que je vais vous présenter est en lien avec 3 stratégies de préservation. Il y en a une là-dedans que vous allez reconnaître par rapport à la solution pour ouvrir ce vieux fichier-là. Donc, on a la préservation des bits, la migration et l'émulation. La préservation des bits, ce que ça veut dire, entre autres, ce que ça veut dire, en fait, c'est préserver les 1 et les 0 dans l'ordre où est-ce qu'ils sont actuellement. Ça peut sembler super simple, ça ne l'est pas vraiment, mais c'est quand même la façon la plus simple de préserver à long terme. Donc, vous avez vraiment votre fichier, vous avez votre série de 1 puis de 0, puis notre but, c'est qu'il ne bouge pas, qu'il reste valide. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on vérifie cette série-là, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle un algorithme, une somme de contrôle, donc un checksum. Pour ça, ce que ça fait, c'est que ça produit une série de lettres et de chiffres qui représentent le fichier. Quand
on produit un autre checksum, disons, à chaque 3 mois, ben, on a une autre série de lettres et de chiffres. Puis s'ils sont identiques, ben, on sait que nos 1 et nos 0 n'ont pas bougé. Si c'est différent, là, on a un problème, mais généralement, on a plus qu'une copie. Donc, on va chercher notre copie qui est encore identique et on la remplace. En gros, ça, c'est la préservation des bits. La migration, ce que c'est un peu comme son nom l'indique, on prend un vieux format et on le migre vers un nouveau format. Vous pourriez avoir, bon, on pourrait dire notre fichier WordPerfect, on va le migrer vers un Word ou on le migre vers un PDF. Mais un peu plus proche de nous que ça pourrait être tout simplement un fichier PDF. Les fichiers PDF, à partir de la version 1.3, ils assurent la rétrocompatibilité avec le logiciel Acrobat. Ce qui veut dire que si vous avez un PDF 1.1 ou 1.2, peut-être que dans 10 ans, vous ne serez plus capable de l'ouvrir. Donc, ça vaudrait peut-être la peine de le migrer vers un format 1.3. Ben, pas 1.3, là, on serait rendu à 1.7 ou 1.8. Enfin, bref, de le migrer avec un format actuel. L'émulation, ce que c'est justement de recréer l'environnement d'origine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée souvent dans une machine virtuelle avec l'ancien système d'exploitation. Dans ce cas-ci, ce ne serait pas le système d'exploitation, on était à l'époque du DOS. Et on installe les vieux logiciels comme ils fonctionnaient à l'époque. Fait comme ça, on peut facilement, bon, encore là, on met des grands guillemets, ouvrir les fichiers et d'avoir exactement la mise en page, comment il apparaissait, comment est-ce que on peut aussi interagir avec ce fichier-là sans problème. C'est sûr que ça pose problème si on veut prendre le contenu et l'utiliser dans un ordinateur récent. Ce qu'on peut faire, c'est justement utiliser l'émulation pour faire de la migration. Fait que dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'ouvre dans son environnement d'origine et on change de version petit à petit jusqu'à se rendre à une version courante. L'émulation est surtout utilisée dans le domaine des jeux vidéo. Comme ça, on peut jouer à des jeux dans les environnements qui existaient. Fait que c'est plus facile et c'est une bonne façon de les préserver à long terme. Donc, notre héroïne demande quand même aux gens du laboratoire, bon, est-ce que vous pourriez me les migrer pour que je puisse les utiliser, voir concrètement comment ça, c'est quoi les données, parce que là, elle n'est juste pas capable, son ordinateur est trop récent. Mais pendant qu'ils font ça, elle se met à réfléchir, dit, ben, comment est-ce que le gentil chercheur aurait pu éviter cette situation-là? Il aurait pu opter pour un format pérenne, il aurait pu utiliser un dépôt de données, il aurait pu documenter ses données. On va aller un peu dans chacune de ces options-là pour voir ce que ça sous-entend. C'est quoi un format pérenne? Un format pérenne, ça peut être bien des choses. Un format pérenne, faut pas, il y a des choses qu'on peut assurer de dire, OK, ça, c'est un format pérenne, ça va rester ouvrable pour la plupart, dans 10, 20, 50 ans. Disons le format TXT. Il y a des grosses chances que ça reste ouvrable facilement dans les prochaines années. Quand on dit qu'un format pérenne, c'est un format ouvert non propriétaire, oui, mais c'est une série de caractéristiques qu'on peut combiner. Donc, ce n'est pas à cause que le format répond à une ou l'autre des caractéristiques qui est pérenne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un format ouvert, c'est un format dont les spécifications sont accessibles. Par contre, un format ouvert, ça pourrait être, en fait, ce qui est ouvert, justement, les formats Microsoft sont ouverts. Sauf que c'est des formats qui sont excessivement complexes. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment ouverts? Des fois, c'est discutable. Non propriétaires, ben là, c'est sûr que là, on enlève la suite Microsoft, mais on a aussi des formats propriétaires qui sont excessivement utilisés, comme les fichiers PDF. Donc, encore là, où on revient avec nos fichiers Word, c'est des fichiers qui sont excessivement utilisés. Donc, oui, ils sont propriétaires, mais est-ce que dans 5 ans, ça va être impossible d'ouvrir un fichier Word? Ce serait étonnant. On a des fichiers rares aussi que c'est des fichiers propriétaires, mais ça ne veut pas dire qu'à cause que c'est propriétaire, que c'est pas bon ou que c'est pas pérenne. Mais idéalement, il faut que ce soit ouvert et non propriétaire. Format utilisé couramment, populaire, bien documenté. La raison pour laquelle on mentionne ça, c'est que si vous avez un format ouvert qui a été développé à l'interne, c'est un format extraordinaire, il fait tout ce que vous voulez, c'est vraiment le meilleur format du monde, vous l'ouvrez à tous et si personne ne l'adopte, ben, ce format-là va mourir. Ça va être impossible de l'ouvrir à long terme. Donc, il faut que ce soit un format vivant que les gens utilisent. Puis des fois, justement, un format qui peut être propriétaire, mais s'il est bien documenté et s'il est très fréquemment utilisé, ben, ça peut quand même être un format qui est utilisable pour le long terme. Ça, c'est juste pour mentionner qu'idéalement, d'avoir un encodage le plus standard possible, de ne pas avoir de cryptage ni de compression. Encore là, ça dépend.
Oui, idéalement, c'est ça qu'il faut avoir. Par contre, ça dépend de vos besoins et de vos capacités. Si on se dit, ben, utiliser le meilleur format possible pour de la numérisation de pellicules, c'est un format qui est excessivement lourd parce que là, vous parlez de numériser chacun des cadres qu'il y a dans une pellicule. Ce qui fait que même un petit film, vous parlez de gigs et des gigs de données. Donc, des fois, la compression peut être utile parce que si vous n'êtes pas capable de le loger sans compression, ben, ça peut être pas si pire d'en prendre un avec compression. L'autre élément aussi par rapport à ça, c'est que si jamais, et j'ai oublié mon idée, oui, si jamais vous avez un format d'origine qui est déjà compressé, par exemple, vous avez un format JPEG ou un fichier, même un JPEG 2000, mais avec compression, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine des fois de le migrer, de le mettre sans compression, alors que votre format d'origine est compressé? C'est une question à se poser. Il y a du positif, il y a du négatif. Par contre, vous ne me verrez jamais argumenter sur le cryptage. Ça, je ne trouve aucune bonne raison d'avoir un cryptage à long terme. Vous allez nécessairement avoir des problèmes si vous avez du cryptage sur vos fichiers. Donc, ça, très, 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 très mauvais pour le long terme. L'historique de rétrocompatibilité avec les logiciels, c'est ce que je vous expliquais. C'est que si jamais vous avez des logiciels qui changent en fait, des formats qui changent à chaque année, puis que vous savez que qui fonctionne avec un seul logiciel, puis vous savez que le logiciel n'est plus capable de lire les formats qui viennent avec les versions précédentes, ça, c'est à faire attention. Puis on en connaît des logiciels comme ça, on en connaît des formats comme ça. Ça, c'est dans les pires, justement, à faire vivre assez longtemps. Donc, un point à considérer. Il faut avoir aussi un cycle d'amélioration continue, mais sans abus. Ce que ça veut dire, c'est justement d'avoir un format vivant, un format qui continue de s'améliorer, mais on s'entend que d'avoir une version par 3 mois, c'est peut-être un peu abusif. Donc, d'avoir un format qui vit, mais un format qui ne change pas trop non plus, pas trop rapidement, disons ça comme ça. Enfin, c'est d'avoir un format qui offre de bonnes capacités sans être trop complexe, parce que ça reste que vous avez besoin d'avoir la complexité est nécessaire. Donc, mettons qu'on prend l'exemple d'Excel. Excel offre énormément de capacités, mais à long terme, c'est peut-être pas le meilleur format. Sauf que si vous en avez besoin, puis que vous adorez mettre des formules, puis des liens, puis des onglets, puis tout ça, puis que c'est le format qui est pour vous le meilleur, ben peut-être que ça va être lui que vous allez utiliser. Fait qu'il faut toujours jauger dans ces différents critères-là. Il faut y aller vers celui qui a le plus de critères possibles, mais qui est aussi le meilleur pour vous. Les dépôts. Donc, on s'entend qu'il y a 30 ans, notre pauvre petit chercheur, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de déposer, mais disons qu'il y aurait eu une possibilité. Dans ce cas-là, la responsabilité de la préservation de ces données aurait été du côté du dépôt et non pas de son côté. Ce que je veux vous dire ici, c'est si jamais vous regardez les dépôts d'un œil de préservation uniquement, tout le reste, je vais le mettre de côté pour le moment, mais qu'est-ce qu'il y a à regarder d'un point de vue préservation long terme? Si vous regardez un dépôt et qu'il y a une certification, ça, c'est quand même un bon critère pour dire qu'il est, en fait, ce qu'on appelle un dépôt numérique fiable, donc qui va vivre à long terme. Ça ne veut pas dire, en fait, que le dépôt va survivre et qu'il va être encore là dans 10 ans. Mais pour être certifié, généralement, un dépôt, ce qu'il doit faire, c'est d'avoir un plan de succession. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais un dépôt, pour une raison ou pour une autre, doit cesser ses activités, ça veut dire qu'il y a certaines institutions, certaines organisations qui se sont entendues pour dire, je vais prendre le relève. Fait que je vais prendre ces données-là et je vais garder l'accès possible. Ce plan-là, ça ne veut pas dire que les organisations qui prennent la relève vont prendre la relève éternellement, mais au moins, il va y avoir une période où est-ce que vous allez être avisé, OK, ce dépôt-là ferme, peu importe, là, vous pouvez récupérer vos données ou les données vont être migrées vers un autre dépôt. Tout ça pour dire que quand vous voyez une certification, que ce soit Core Trust Seal, ISO 16363, Nestor, peu importe la certification, ça reste que c'est un dépôt en qui on peut avoir confiance. Si le dépôt propose des identifiants pérennes, par exemple le DOI, c'est aussi un bon signe. Le DOI, comme son nom, ben en fait, comme le nom de l'identifiant semble vouloir dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que le terme pérenne, ça veut dire que le but, c'est que ce soit pérenne, au lieu de me compliquer la vie. Donc, quand on met un DOI, ce que ça implique, c'est que le lien doit continuer à exister. Si
Disons que vous déposez des données quelque part, vous avez un DOI qui est attribué et pour une raison ou pour une autre, les données doivent être retirées. Ce que le DOI exige, c'est après de mettre une espèce de pierre tombale. Donc, les personnes qui vont cliquer sur le lien de DOI n'arriveront pas dans le vide, ils n'arriveront pas dans une erreur 404. Ils vont arriver sur une page explicative disant si j'ai telle donnée qui n'existe plus pour une raison ou pour une autre. Des fois, vous avez plus d'explications, des fois, vous en avez moins. Mais tout ça pour dire que quand on s'engage dans la voie du DOI, quand on s'engage à mettre des DOI, normalement, on s'engage à ce que ces DOI-là restent valides à long terme. Préservation des données et ou des métadonnées, pourquoi est-ce que j'indique ça? C'est que parfois, certains dépôts s'engagent à préserver les métadonnées, mais ne s'engagent pas à préserver les données. Ce qui fait qu'un dépôt qui s'engage à dire, ben moi, c'est sûr, moi, à 20 ans, 25 ans plus tard, je vais encore avoir vos métadonnées, ben s'il dit que moi, j'ai plus d'espace, je supprime des données, ben ça ne vous aidera pas. Donc, c'est peut-être de s'assurer que c'est les deux qui sont préservés à long terme. Source de financement, fondements qui soutiennent le dépôt, c'est tout simplement que si vous avez une petite société d'archives qui lance le dépôt, qui est financée par ses membres, ils aiment ça, ils trippent vraiment, c'est un bon dépôt, là. Sauf que si cette petite société-là d'archives qui est soutenue par les membres vient à manquer de fonds, ça se peut que le dépôt disparaisse avec la société d'archives. Si vous avez un dépôt qui est financé par une université, par le gouvernement, bon, je dirais plus université et gouvernement, c'est peut-être un petit peu moins fiable comme source de revenus, mais vous savez que probablement que ce dépôt-là, il est viable parce que justement, il risque d'être continuellement financé. Ça ne veut pas dire encore là, mais université versus petite société d'archives, ça a plus de chances que l'université survive à long terme. L'information sur l'intégrité des fichiers, ça, c'est ce que je vous mentionnais plus tôt. C'est quand on vérifie l'intégrité, donc on vérifie que les 1 et les 0 ne changent pas, sont toujours au même endroit. Donc, c'est si le dépôt, justement, il fait des validations de checksum pour s'assurer que les fichiers restent intègres. Bien sûr, aussi, si le dépôt a des exigences sur le format, ça donne une idée si jamais il est sérieux ou pas. Un dépôt peut ne pas avoir d'exigences sur le format parce qu'on a des disciplines qui sont excessivement diversifiées et qui ont des formats excessivement diversifiés qui sont les formats qu'il faut utiliser. Fait que ça se peut que ce dépôt-là ait aucune exigence sur les formats. Mais si vous avez un dépôt généraliste qui ne met pas non plus de conseils ou de recommandations sur les formats, ben, il n'a pas fait complètement ses devoirs. Disons ça comme ça. Sur Dataverse, vu que vous en avez certainement entendu parler, puis peut-être que vous vous disiez, OK, là, je viens de parler de qu'est-ce qui est bon du côté d'un dépôt. Est-ce que Dataverse est un dépôt numérique fiable? En fait, Dataverse, c'est soit offert c'est offert à la plupart des universités québécoises ou c'est à venir. Fait que c'est un dépôt que vous avez probablement dans la plupart de vos universités. Il est en cours de certification. Ils sont en train de faire la certification Core Trust Seal, ce qui est vraiment excellent, mais ce qu'il faut que je mentionne par rapport à ça, c'est qu'il y a comme deux niveaux de Dataverse. Il y a Dataverse qui est chez Scholar Portal, ça c'est comme l'installation où est-ce que tous nos dépôts institutionnels sont branchés. Fait que la partie Scholar Portal est en cours de certification. Par contre, la partie dépôt institutionnel, celle-là n'est pas nécessairement en cours de certification. Donc, vous avez quelques universités qui font cette certification-là, d'autres qui ne la font pas. Ce qui fait qu'on va avoir une infrastructure qui va être certifiée, mais que la partie usagée ne sera pas nécessairement. Comme telle, la partie la plus importante, c'est la partie infrastructure, donc c'est une excellente nouvelle et ça n'empêche pas que plus tard, dans quelques années, les universités, justement, fassent certifier aussi leur partie de dépôt institutionnel. Fait que ça, encore là, très bonne nouvelle. Je ne sais pas dans combien de temps, mais il va probablement avoir une interconnexion qui va être faite entre Dataverse et un réseau de préservation qui est établi, qui est solide. Donc, encore là, on se dirige vers quelque chose qui est excessivement fiable. Et bien entendu, le Dataverse offre des identifiants uniques. Et si jamais on a à retirer les données, ben, il offre les pierres tombales aussi. J'ai mentionné le nombre de copies. Quand on est là, je sors un peu du côté préservation numérique, on va un peu du côté gestion des données de recherche. Souvent, on entend la fameuse règle 3-2-1, d'avoir 3 copies, d'avoir plus qu'un support et d'avoir plus qu'un emplacement différent. Tout à fait valide quand on parle de préservation numérique. Par contre, si vous rentrez dans le monde de préservation numérique, dans ce cas-là, vous entendez parler de 2 à 7 copies. Ça peut être assez varié ce que vous entendez sur le nombre de copies. Ce qui est certain, c'est qu'on veut plus qu'une copie. Ça, c'est officiel. L'autre chose qui est certain, et ça,
si jamais vous souvenez d'une seule chose que je vous dis aujourd'hui, il faut que ce soit ça, c'est que la préservation numérique, ce n'est pas une question de sauvegarde. Vous aurez beau avoir 50 copies de votre disquette, si toutes vos disquettes sont illisibles, ça ne servira à rien. Donc, oui, ça fait partie de la préservation numérique d'avoir des copies. Oui, c'est sûr que c'est important, mais ce n'est pas uniquement ça. Pour ce qui est de documenter les données, là, on va prendre l'exemple justement de notre gentil chercheur. Fait qu'il y aurait d'identifier le contenant. Là, c'est quelque chose qu'il a fait parce que justement, il a réussi à retrouver la bonne disquette, elle était super bien identifiée. Fait que sur la disquette, il était marqué résultat de recherche sur telle maladie. Ce qui aurait été utile aussi, c'est d'identifier le contenu. C'est-à-dire que si, avec les fichiers, on aurait eu un autre fichier, un fichier TXT, qui aurait dit, ben ici, on a deux fichiers. Les logiciels qui ont été utilisés, c'est WordPerfect 5.1, Lotus 1.2.3, 2.3. Ça a été créé sur MS-DOS. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne pensait même pas parce qu'il y avait juste cette option-là. Le 13 avril 1995, il y en a un qui pèse 3,2 MB, puis l'autre 5,4 MB. Ça se peut que tout ce que j'ai marqué là ait aucun sens. Le but, c'est juste de vous montrer que si on avait eu les informations sur comment ont été créés ces fichiers-là, si jamais on allait du côté de l'émulation, ben, on a déjà toutes les informations dont on a besoin pour recréer l'environnement d'origine. Fait que les informations techniques comme ça, c'est super important. Il ne faut vraiment pas les négliger parce que pour le long terme, ça peut nous aider beaucoup. Indiquer ce qu'on peut faire avec le contenu, c'est si jamais notre gentil chercheur aurait eu des partenaires, ben, ça aurait été utile de les indiquer. Puis là, ça pourrait être le cas de juste simplement dire que si on réutilise les données, ben, de lui attribuer la mention gentil chercheur avec l'année. Et d'indiquer les liens entre les fichiers. Donc, de dire que, disons, que le fichier WordPerfect contient les explications sur les données qui sont, elles, dans le fichier Lotus 1.2.3. Là, ce que je viens de vous dire, on vient de passer à peu près 3-4 sortes de métadonnées de façon un peu douce. Vous connaissez bien entendu les métadonnées descriptives. Descriptives, c'est quelque chose que la plupart des gens connaissent et qui utilisent, c'est-à-dire le titre, les auteurs, le résumé. Ça, c'est toutes des informations descriptives sur les données. Quand on rentre dans le côté métadonnées techniques, là, on a justement les logiciels qui sont utilisés, le poids des fichiers. Des fois, si on a des vidéos, ce serait le codage, la couleur le type de couleur qui est utilisé. Fait que là, on y va un peu plus de la métadonnée technique. Ce qu'on peut faire avec le contenu, là, on est des métadonnées administratives. Donc là, c'est utile d'avoir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Puis quand on parle de lien entre les fichiers, là, on est du côté des métadonnées structurelles. Fait que maintenant, vous savez un peu toutes les sortes de métadonnées qui existent. Pendant que notre héroïne réfléchit, elle a une question qui la taraude un peu. L'authenticité des données. Ça, c'est quelque chose qui est toujours aussi embêtant de nos jours. Elle se dit que, bon, disons qu'on est dans le laboratoire, il y a 30 ans, notre gentil chercheur, il a fini d'enregistrer ses données, il sort la disquette, il la met sur la table, il part se prendre un café. Il y a quelqu'un qui arrive, prend la donnée, la disquette, la rentre, fait une modification quelconque, sort la disquette et la redépose sur la table. La question est comment on fait pour s'assurer que les données qui ont été extraites de la disquette sont les mêmes données que le chercheur a enregistrées? Comment on s'assure qu'il n'y a pas eu de modification entre le moment où ils les ont enregistrées et le moment où ils sont extraites? On ne le sait pas. Dans le cas qui nous intéresse, il n'y a eu aucune modification. Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est une des préoccupations fondamentales des dépôts. C'est que la personne qui va consulter les documents ou les données au final, donc notre usager qui va les consulter, on lui assure que ce qui a été déposé, c'est la même chose. Fait qu'il n'y a pas eu de modification, on peut s'assurer de l'authenticité des données. Ça, c'est très important parce que c'est une des règles fondamentales de la préservation numérique de conserver l'authenticité. À une définition de la préservation numérique. Il y en a plusieurs. Ça, honnêtement, c'est ma préférée. Ce serait que la préservation numérique repose sur un ensemble de théories et de pratiques dont le but est de protéger l'authenticité, la disponibilité et la fiabilité des objets numériques dans le temps. On pourrait détailler un peu tout, mais tout ça pour dire qu'il faut être sûr que les objets justement qui ont été déposés, c'est les mêmes objets qu'on va présenter à ceux qui vont les consulter. Normalement, la préservation numérique, quand on parle de disponibilité, c'est que justement, on puisse consulter à long terme les objets numériques. Puis la fiabilité, c'est ce que je vous disais. Donc, de s'assurer que les 1 et les 0, ils ne bougent pas dans le temps, en gros.
Donc, j'en suis pas tout à fait à donc, là, mais est-ce que la morale de cette histoire doit s'appliquer à toutes les données? Oui, nous devons tout préserver pour toujours. Non, certaines données ne doivent pas être préservées, puis ah, il y a juste trop d'informations, moi je veux pleurer ma vie. Et ça, je vous pose la question. Pour l'instant, il y a un choix de réponse qui est plus populaire que les autres, puis il y en a qui trouvent que je parle trop. Mais ça, je suis d'accord, j'essaie de. Je sais que je vous lance beaucoup d'informations. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que non, c'est pas toutes les informations qui doivent être préservées pour toujours, pour plusieurs raisons. Puis là, je vous ai entendu penser tout au long de la présentation. Oui, mais disons que notre gentil chercheur, il a fait des études avec des personnes. Comment ça, il y a encore ces données sur une disquette? C'est peut-être pas la meilleure façon de procéder, puis il n'est pas supposé avoir encore ces données-là. Oui, effectivement. Quand on parle des données sensibles, des renseignements personnels, là, on rentre dans un autre monde et tout ce que je viens de vous dire, ou presque, doit être mis en question. C'est pas que c'est impossible de les préserver à long terme, c'est juste qu'il faut. Les règles à suivre ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, le long terme de un n'est pas toujours possible, tout simplement. Puis, des fois, en fait, c'est ça. C'est que si jamais il y a une entente pour les détruire, ces données-là, ben, le long terme n'existe tout simplement pas. Le nombre de copies change aussi. Parce que vu qu'on veut limiter le nombre de copies, je ne vous dirais pas ayez 7 copies de vos données sensibles. Non, bien sûr que non. Il faut les limiter, qu'il y en ait le moins possible pour des raisons évidentes et des raisons d'éthique. La sécurité aussi n'est pas la même. Donc, ce que je mentionnais de je ne serai jamais pour le cryptage, je suis contre effectivement le cryptage pour la conservation long terme. Par contre, quand on parle de données sensibles, ben, ça se peut que ces données-là soient cryptées, sauf que d'un autre côté, ces données-là probablement ne seront pas préservées à long terme. Pour respecter aussi, bien entendu, l'éthique, les consentements, les lois, ce qui est aussi le cas pour l'ensemble des données, mais c'est particulièrement important pour ce qui est des données sensibles. Il y a quand même ce qui existe aujourd'hui, une façon de justement les préserver plus longtemps, c'est les banques de données. Fait que si vous avez une banque de données, dans ce cas-là, ce n'est pas nécessairement obligatoire de détruire les données et c'est une façon de les préserver à long terme. C'est sûr que ce n'est pas un dépôt comme tel, mais vous pouvez avoir des banques de données qui sont excessivement solides en termes de préservation numérique. Donc, pour finir notre histoire, sur la disquette, notre héroïne a réussi à ouvrir les fichiers et effectivement, elle a réussi à trouver des informations qui ont permis de développer un remède, qui ont guéri son amoureux et ils ont pu vivre longtemps ensemble et avoir une belle histoire. Et là, je vais finir mon partage. On va pouvoir passer aux questions et commentaires, mais il y a juste une petite parenthèse que j'ai oublié de dire, c'est que à travers mon histoire, je vous parlais de disquettes. Ça peut avoir l'air un peu extrême parce qu'effectivement, les disquettes, oui, ça existe encore, sauf que faut pas penser ça juste en termes de vieux support. Parce que vous voyez maintenant, aujourd'hui, la plupart des ordinateurs portables n'ont plus de lecteur CD. Là, vous allez me dire, un lecteur, ouais, CD, c'est quand même un vieux support. Oui, effectivement. Mais si on pense juste aux clés USB, maintenant, les clés USB, il y a des changements des fois dans les connexions. Ce qui veut dire qu'une vieille clé USB, vous n'allez pas nécessairement pouvoir la lire dans un nouvel ordinateur. Ça pour dire, c'est à prendre en considération, c'est pas juste en termes de disquette ou de vieux support qui peut avoir ce défi-là. Sur ce, je me tais, j'ai parlé trop vite, mais si vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir. Vous pouvez soit parler directement, écrire dans le clavardage, ça va me faire plaisir.